Rebonjour à tous. Voilà, ici nous allons continuer sur les exercices de révision de la troisième loi de Kepler. En effet, cette troisième loi de Kepler nous permet de mesurer la masse d'une étoile, d'une planète ou d'un astéroïde si nous avons un satellite qui tourne autour. Connaissant la masse et le volume, nous avons la densité. Et connaissant la densité, nous avons une idée de la structure globale. Nous allons donc appliquer cela sur des corps telluriques. Vous vous rappelez, ce sont tous ces objets constitués d'un cœur métallique entouré d'un manteau silicaté. Voilà l'exo. Donc nous allons donc travailler sur Mars. Mars possède deux satellites naturels, Phobos et Deimos. Et Phobos tourne autour de Mars en 7,66 heures et à une distance de 9377 km du centre de Mars. Et Deimos tourne autour de Mars en 30,35 heures à une distance de 23 460 km du centre de Mars. Question numéro 1. Vérifiez que les données sur les satellites de Phobos et Deimos sont bien conformes avec la troisième loi de Kepler. Déjà, on s'assure de la validité de la troisième loi de Kepler. Phobos et Deimos sont de tout petits objets par rapport à Mars. On peut donc appliquer la troisième loi de Kepler. La troisième loi de Kepler nous dit que le rapport T au carré sur D au cube est égal à une constante, et cette constante est donnée par 4π2 divisé par grand G grand M, où grand G est la constante gravitationnelle égale à 6,67 10-11 m3 par kilo et par seconde carré, et grand M est la masse du corps central, c'est-à-dire de Mars. Commençons par les notations et appelons T0 période de révolution de Phobos, D0 la distance entre les centres de Phobos et Mars, grand T1 période de révolution de Deimos et petit d1, distance entre les centres de Deimos et de Mars. Nous calculons les rapports et on trouve les mêmes valeurs pour Phobos et Deimos. Donc les données orbitales semblent donc bien être conformes à la troisième loi de Kepler. Question numéro 2. Calculer la masse de Mars. Alors que la troisième loi de Kepler, T au carré divisé par D au cube, qui est égal à 4π au carré divisé par grand G par grand M, on en déduit que la masse est donnée par grand M égale à 4π au carré divisé par grand G multiplié par D au cube et divisé par T au carré, et on va utiliser Phobos pour appliquer cette relation. Et on trouve grand M égale 6,417 10 puissance 23 kg. Question numéro 3. Mars a un rayon moyen de 3389,5 km. Calculez son volume et sa densité. Alors le volume de Mars, il est donné par le volume d'une sphère, 4 tiers de pi r cube, et cela nous donne grand V égale 1,631 10 puissance 20 m3, et la masse volumique est donc donnée par, en ρ, rapport de grand M sur grand V, et cela nous donne 3934 kg par mètre cube, soit une densité de 3,93. Question numéro 4. En supposant que Mars est constitué d'un cœur métallique, entouré par un manteau silicaté, estimez le rayon du noyau métallique. Alors pour le noyau métallique, on prendra une densité de 8, et pour le manteau, on prendra une densité de 3,2. On appelle grand M1 la masse du noyau, grand V1 le volume du noyau, grand M2 la masse du manteau, grand V2 le volume du manteau, ρ1 la masse volumique du noyau, ρ2 la masse volumique du manteau. Et on écrit grand M égale grand M1 plus grand M2. La masse de Mars est la somme de la masse du noyau et du manteau. On développe tout cela, ça nous donne cette relation un petit peu longue, où nous avons les masses volumiques. On peut simplifier en enlevant les 4 tiers de pi, cela nous donne une relation plus simple à une seule inconnue, le rayon du noyau, grand R1. Le problème est donc bien posé et on peut le résoudre. J'isole R1, cela nous donne ceci, et après application numérique, eh bien, on trouve le noyau métallique à un rayon R1 de 1813 km. Alors sur les derniers résultats obtenus récemment grâce à l'enregistrement des séismes détectés à la surface de Mars, le noyau aurait un rayon entre 1810 et 1860 km, et ce noyau serait entièrement fondu. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo de révision. À bientôt!